15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, réalisatrice et scénariste française à l'origine de Qu'un seul tienne et les autres tiendront ou encore Les Ogres. Léa Fener nous fait découvrir son nouveau film Sage-Femme en salle aujourd'hui. Une fiction ultra réaliste qui rend hommage aux sages-femmes, à leur engagement et qui alerte aussi sur l'état de la profession, un sujet de société, vous l'aurez compris. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Léa Fener. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui pour découvrir votre actualité, bien évidemment, mais aussi l'envie de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Il y a une nouvelle petite règle dans cette émission, c'est démarrer par 3 mots pour vous décrire. Au choix, c'est vous qui décidez. Alors, quels seraient les mots qui seraient qu'est-ce qui me vient la première chose à l'écrit? Le désordre, la passion et le travail. Passion et travail, et je note. On va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Mais d'abord, le début, toujours le début. Léa Fener, vous êtes née un 15 octobre à Toulouse. L'occasion de vous demander quel genre d'enfance vous avez eu et finalement dans quel cadre vous avez grandi. Alors moi, j'ai une enfance un peu singulière parce que j'ai grandi dans une troupe de théâtre sous chapiteau. Donc avec mes parents, on allait de village en village pendant les saisons théâtrales pour montrer le spectacle, voilà, au public. Et mon père, avec ce chapiteau, tenait énormément à, c'était un de ses mantras, réduire l'espace d'intimidation entre les spectateurs et le théâtre, ce qui m'a toujours paru quelque chose de très beau et que j'ai voulu continuer à faire perpétuer avec le cinéma. Dans votre cinéma. D'ailleurs, dans ce que vous êtes en train de nous dire à l'antenne, pour ceux qui ont vu votre film Les Ogres, voilà. J'imagine que c'est un regard sur le personnel aussi, sur votre histoire. Les Ogres, c'est un peu une fresque où il y a une part d'autobiographie, mais surtout une envie de rendre la flamboyance et l'élan de ces aventures-là humaines, collectives que sont ce théâtre itinérant. Et j'imagine, voilà, l'hommage à cette profession, on va y venir dans un instant. Après des études de cinéma à Nantes, en ciné-sup, vous intégrez en 2002 le département scénario de la FEMIS, dont vous sortez diplômé. Avec d'ailleurs des félicitations du jury 4 ans plus tard. À quel moment, finalement, vous avez choisi ce métier ? Alors depuis toute petite, j'avais envie de raconter des histoires. Je pense que je les écoutais comme ça sous les gradins du chapiteau. J'avais un rapport évidemment quotidien avec les comédiens. Mais mes premiers amours, c'était, figurez-vous, la radio. Je rêvais d'être Daniel Mermet. Du coup, un chroniqueur de France Inter assez fameux pour ses documentaires sonores et son engagement de cette époque. Et je rêvais aussi de faire du cinéma d'animation. Du coup, j'ai échoué lamentablement dans mes 2 rêves. Mais j'ai l'impression qu'à un endroit, le cinéma que je fais, il peut se relier entre l'envie de la fantaisie, de la fantasmagorie, parfois, et aussi le goût pour le réalisme et un engagement documentaire. Et parfois, la réalité dépasse le rêve, finalement. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est très beau, c'est du très beau cinéma, on va y venir. Dans le cadre de vos études, vous suivez 2 stages à l'étranger, l'un au centre cinématographique de Bamako, l'autre au Cambodge, aux côtés de Riti Pan, si c'est bien comme ça que ça se prononce. Qu'avez-vous appris de ces voyages ? C'est des voyages qui m'ont désaxé plus qu'appris. Je pense que c'était tellement sidérant et tellement fou de découvrir comme ça la cinématographie de pays où justement on n'a pas toutes les aides, où c'est vraiment un acte militant, puis un acte qu'on doit porter dans notre chair au quotidien, de vouloir faire du cinéma. Donc il y a eu un éblouissement, une envie de se dire bah voilà, ça se limite pas à notre microcosme. Et ça, je pense que l'avoir eu si tôt dans mon parcours, je pense que c'était beau. Oui. Voilà, c'était important. Et puis Riti Pan, c'est un grand cinéaste avec un regard éthique sur le monde et puis sur son sujet qui est le génocide khmer, qui m'a apporté. Il m'a transmis, je pense, sa très grande exigence et sa très grande intransigeance m'ont beaucoup marqué. Votre première réalisation, c'est Sauf le silence ?
Oui, c'est un court-métrage qui était déjà aux portes des prisons et parlant des proches de prisonniers. Eh bien, on va y venir parce que votre projet de fin d'études, c'est le scénario Qu'un seul tienne et les autres suivront. C'est joué par Reda Kateb. Il y a un casting assez impressionnant. Comment on réussit à convaincre d'abord des acteurs de nous suivre, notamment Reda Kateb qui venait de se faire connaître dans la série télévisée Engrenage, mais qui n'était pas encore l'acteur qu'il était aujourd'hui. J'ai envie de dire que sans doute vous êtes aussi à l'origine du fait qu'il ait été propulsé, puisque son premier film au cinéma, c'est donc avec vous. Avec aussi Le Prophète, qui a dû énormément le propulser. C'était à peu près en même temps. Ouais. 2 films de prison, l'un où il était donc un prisonnier et l'autre où il était quelqu'un qui était aux abords du parloir. J'ai eu la grande chance, en tout cas sur Qu'un seul tienne, de rencontrer beaucoup de comédiens au tout début de leur notoriété. Il y avait Farida Hawadj qui a fait aussi un très beau personnage, Pauline Etienne, Vincent Rottier aussi, et Reda Kateb qui a fait ce magnifique parcours de comédien. Voilà. Et je pense qu'à l'époque, je crois que ils avaient à cœur, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, de défendre aussi certaines façons de lever le voile sur certaines réalités, ce que permettait mon premier film qui parlait des proches de prisonniers. Ce premier film, j'allais vous demander de quoi il parle. Vous venez d'y répondre. Il a connu un vif succès au sein de nombreux festivals, notamment à la Mostra de Venise en 2009, au festival du film américain de Deauville. Vous décrochez le prix Louis Deluc du meilleur premier film en 2009 et votre film est nominé au César. Petite bande-annonce. Écoute Stéphane, j'ai une proposition à te faire. Tu vas à un parloir avec mon ami. Quand il tire à sa fin, vous échangez vos places. Lui il sort, toi tu restes. T'en prends pour 1 an. Et tu repars avec le frais. Les mineurs doivent être accompagnés d'un majeur pour aller au parloir. C'est le règlement, tu peux pas venir toute seule. T'as vu le monde que tu lui imposes? Tu vis dans quel monde, toi? Moi, je suis pas né avec un bouquet de fleurs dans le cul. Ah ouais, c'est pas ce que m'a dit ta mère. Voilà la bande-annonce donc de Qu'un seul tienne et les autres suivront. Votre premier film, Léa Fener, c'est un film spécial pour vous? C'est le premier et c'est très touchant de réentendre ces voix, ces gens que j'aime énormément et que je vois pas assez souvent. C'est un film spécial et en même temps c'était un film qui était difficile pour moi. C'était la première fois que je faisais ce métier-là. Alors pourtant j'étais née dans un milieu d'artistes, mais un milieu beaucoup plus horizontal, beaucoup plus collectif. Et même si j'ai été très bien accompagnée par les différents techniciens, par la production sur ce film-là, j'ai été aussi heurtée de découvrir à quel point ce métier-là était hiérarchique, avait une empreinte dans son fonctionnement de l'industrie. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de déconstruire avec mon film suivant et avec des tentatives de travail différents à la source de l'écriture. Et peut-être même avec le dernier Sage-Femme qui est que vous avez créé d'une manière tout à fait singulière. Encore une fois, je pense que ce mot va être important dans cette émission. On va y venir. Votre deuxième long métrage, Les Ogres, on va écouter un tout petit extrait. Personne ne vous croit dans cette famille, hein les enfants? Mais coiffez-vous un petit peu. Ce film sort en 2014, il est très apprécié, plusieurs fois primé. C'est un film porté par une Adèle Haenel, j'ai envie de dire un peu crue, où il est question d'une naissance, encore une fois, parce qu'on va y venir dans Les Sages-Femmes, et où le théâtre itinérant est à l'honneur. Vous l'avez dit, c'est un message personnel. Vous aviez envie de faire découvrir finalement la profession dans laquelle vous avez grandi. Depuis, vous avez collaboré au scénario de différents premiers films, comme Grand Marin de Dinara Drukarova, sélectionné au festival de Saint-Sébastien en 2022, et vous venez nous voir pour ce film Sage-Femme, aujourd'hui en salle de cinéma, dans les salles que vous avez réalisé, coécrit avec Catherine Paillet. C'est votre 3e film, lui aussi primé du prix du jury œcuménique au Festival de Berlin 2022. Racontez-nous l'histoire, Léa Fener. L'histoire de Sage-Femme? Oui. L'histoire de Sage-Femme, il y a plusieurs multiples. Il y a déjà une histoire de fabrication qui est assez particulière parce que c'est une commande d'Arte et de Gécofilm de travailler avec une classe du Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Du coup, moi qui aime les labos, qui aime les aventures un petit peu différentes, là par exemple avoir des comédiens avant d'écrire des personnages, j'étais très intéressée par cette proposition-là. Et très vite, puisque finalement la commande induisait seulement l'âge
de mes personnages, qui étaient sont du coup très des jeunes jeunes. gens, c'était la jeunesse des sages-femmes que j'avais rencontrées dans mon parcours de vie, dont j'ai eu envie de parler. C'est-à-dire à la fois comment ce métier, il est d'une grande maturité de relation, une grande intelligence de relation qui est au centre de son âme, et en même temps, comment aujourd'hui il est de plus en plus exercé dans les endroits qui en sont le cœur par des gens très jeunes qui sont obligés de faire très vite preuve d'une grande maturité vu les montagnes émotionnelles qu'elles doivent croiser dans leur chemin. Voilà. Ça, on va le développer tout au long de cette émission ensemble, Léa Fener, en plusieurs points. Mais d'abord, si on se dit la vérité toutes les deux, il y a une histoire personnelle derrière cette envie de parler des sages-femmes. Et j'ai très envie que vous nous la livriez sur Radio J. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, quand je suis devenue mère pour la première fois, c'était évidemment bouleversant, très beau, très joyeux et en même temps très dur puisqu'on a découvert à la naissance de mon fils qu'il avait des problèmes de santé. Du coup, des problèmes de santé importants. Donc c'est évident que ce qu'est une maternité pour tout un chacun, c'est-à-dire un lieu complètement de métamorphose, un lieu où on bascule d'un état à un autre, où on devient parent, où on devient adulte comme ça de façon très saisissante et très brutale. Ça l'a été d'autant plus pour moi parce qu'un autre chemin s'est ouvert, c'est celui aussi de la peur pour cet enfant, pour mon fils que j'aime. Et c'est sûr que depuis ce moment-là, et avec la naissance de ma fille aussi, ce lieu-là est devenu un endroit que j'avais envie de mettre en lumière. Parce que c'est un endroit, comme je viens de le dire, de métamorphose, parce qu'il laisse une empreinte dans nos vies dont on ne mesure pas forcément la force, voilà. Et puis parce que il travaille des personnalités et des personnes avec un savoir magnifique entre leurs mains, qui est très invisibilisé, notamment les sages-femmes et plus encore les équipes et à leur côté les équipes obstétriciennes, médecins, etc. Vous vous dites aussi, je ne sais pas si c'est le fruit de rencontres malheureuses, le syndrome d'un hôpital malade ou la rencontre brutale avec l'inacceptable, mais le fait est que nous avons été souvent victimes d'un déficit d'écoute, de réactions abusives, de moments de solitude intense et que par plusieurs fois, nous nous sommes sentis maltraités, infantilisés, abandonnés. Et pour comprendre alors de votre histoire, de ce qui s'est passé aussi quand vous étiez au sein de l'hôpital, vous avez eu envie, finalement, avec une grande intelligence, de vous plonger dans ce monde méconnu, mais que vous connaissez à un moment donné dans votre vie. Ce qui est sûr, c'est que après avoir cette naissance à tout point bouleversante, il y a un parcours de soins derrière. Un parcours de soins pour mon enfant que nous accompagnons avec mon conjoint qui a été quelque chose de particulièrement parfois douloureux, évidemment principalement par la peur pour notre enfant, mais aussi parfois par l'incompréhension qu'on a ressentie, une sensation de ne pas être écouté, une difficulté à être dans ce lieu pleinement tranquille dans le dialogue, voilà. Et en même temps, moi, ce sont des métiers qui m'ont toujours énormément impressionnée. Pour moi, vraiment, le soin, c'est un humanisme. Du coup, cette sensation dans ma chair, j'ose dire le mot, mais d'être à un endroit maltraité, je m'y résous pas. Je n'ai pas envie de m'y résoudre. Et je pense que ça a aussi été le moteur de ma recherche auprès des professionnels soignants, d'essayer de voir l'autre côté du miroir. Et ce projet a vraiment permis, en tout cas en moi, une réconciliation avec ces soignants. Et on le sent justement, Léa Fener, moteur action. Bonjour, on est les nouvelles sages-femmes. Oui, de toute façon, ici, la moyenne d'âge, c'est genre 26 ans après 30 ans dans le métier TDR. Ici, t'as la pouponnière. Là, le laboratoire pour les IMG. Ici, les toilettes. Bon, si un jour t'as le temps de pisser, ça va aller. On y va là, tête haute et on assure. Oui. Ce que tu fais, t'es forte avec toute ta force. Non, on n'est pas ensemble là. On reprend. Allez, on lâche pas Fanny. On est niveau 3 ici. Réveille-toi, d'accord? On a toutes les pathologies les plus graves. On n'a pas droit à ce genre de conneries. Et voilà, c'est parti pour une garde bien merdique. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? On est venu accoucher. Je suis venue accoucher, c'est moi qui accouche, d'accord? Je vous envoie une primie 36 semaines, 5 cm. Je prends. Non, toi t'as déjà 3 patients. On en a tous déjà 3. Merde, c'est moi. Ok, d'accord, prends-la. Le problème, c'est l'hôpital. C'est ce système de plus en plus
merdique qui fait qu'on n'est jamais assez nombreuses. Elle a raison, on oublie totalement la dimension humaine de notre métier. C'est un film qui raconte l'histoire de Louise et Sophia, deux jeunes sages-femmes passionnées qui rejoignent leur premier poste dans une maternité publique, mais à peine débarquées, voilà, elles se heurtent aux cadences folles d'un service au bord de l'explosion, euphorie des naissances certes, mais aussi angoisse de mal faire, avec ces vocations qui, dites-vous, s'abîment et d'autres qui se renforcent. Aujourd'hui, Léa Fener, puisque vous avez été très proche finalement du métier, vous avez travaillé dans des conditions plus proches de la réalité avec des sages-femmes qui vous ont accompagné, on va y venir. Est-ce que vous pensez que ce métier-là a vocation à être plus choyé ? Ah non, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il est profondément maltraité. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, moi je viens... Vocation à être plus choyé. Est-ce qu'il devrait être plus choyé qu'il ne l'est aujourd'hui ? Oui. On devrait casser, on devrait vraiment, effectivement, on devrait tout faire pour que ces parcours de soignants soient préservés et pour que les gens voient la force de ce métier-là. Moi, j'ai jamais vécu des choses aussi intense dans mon travail et dans ma rencontre avec l'autre que lors de mes immersions en maternité. Ce qu'on rencontre, ce qu'on voit, qu'on passe du rire aux larmes, c'est les situations de burlesque, le jaillissement de la vie, fait que dans ce métier-là, au centre et même au-delà de la salle de naissance, il y a une grande profondeur, il y a une grande beauté. Donc oui, j'aimerais profondément que les vocations se multiplient pour accéder à ce métier-là. Malgré tout, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est plutôt une crise des vocations. Je pense qu'il y a une fatigue de voir les conditions d'exercice de ce métier qui détournent des gens passionnés et passionnants de ces métiers. Vous avez été au plus proche des sages-femmes, vous avez écrit même ce film avec elles et avec les acteurs, vous avez observé leur métier dans plusieurs maternités. Que vous ont-elles confié pendant le tournage, que peut-être vous ne pensiez pas auparavant, que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez observé tout du long pendant ces plusieurs mois avec elles ? Il y a des choses effectivement qu'elles m'ont confiées. J'ai vu des choses qui étaient, par exemple, la principale chose qui m'a été transmise et qui m'a surprise, même si c'est ça dont je vous ai un peu déjà parlé, c'était effectivement leur détresse et leur colère. De comprendre comme ça très intimement et très concrètement qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir le temps et devoir prioriser dans des moments qui sont si importants et si fondamentaux dans la vie des couples, des mères, des parents. Donc déjà de comprendre ça, d'en faire l'épreuve. J'ai aussi appris et découvert à quel point ces métiers-là avaient une influence tentaculaire, le mot est pas bien choisi, mais par exemple, j'ai découvert que leur formation très assidue et très précise pour la découverte des violences sexistes et des violences sexuelles, comment elles étaient à un endroit où elles pouvaient par leurs mots créer de la réparation à cet endroit-là, de façon très puissante par leurs signaux, à quel point elles étaient sensibles à ces signaux d'alerte et formées pour pouvoir accompagner les femmes dans ces parcours-là. J'ai aussi découvert que la maternité, c'est un lieu de vie, mais c'est aussi un lieu où on est obligé d'affronter des choses qui sont tabous dans la vie des femmes, qui sont les fausses couches, les IMG, les interruptions médicales de grossesse, les morts fœtales, quelque chose de beaucoup plus sombre sur lequel on met peut-être pas assez les mots. Parce qu'on se dit, une sage-femme me disait il y a pas longtemps qu'elle avait entendu maintes fois, mais t'inquiète, tu pourras refaire un autre enfant. Mais non, déjà, essayons d'accueillir ces deuils-là. J'ai découvert, plein de versants cachés de ce métier aux multiples facettes. Mais principalement, ce qui nous a tous pris à la gorge, comédiens compris, parce qu'eux aussi ont fait des immersions, c'était de se dire, stoppons ce saccage de cette si belle profession. Comment vous avez travaillé ce film entre acteurs, comédiens ? Racontez-nous. Entre acteurs et sages-femmes, Et pardon. très vite, j'ai rencontré un certain nombre de sages-femmes. Moi, je suis toulousaine. Du coup, c'était au CHU de Purpan à Toulouse, mais aussi dans d'autres maternités, à Lavore, à Ducoing. Et très vite, une dizaine de sages-femmes sont entrés dans le processus avec nous et on a fait des collaborations, des ateliers collectifs d'écriture. C'était assez singulier, mais c'était surtout
très joyeux et très émouvant, où les sages-femmes confiaient des anecdotes, des ressentis, des dilemmes, des questionnements aux comédiens. Les comédiens les transformaient en scène, sous l'œil avisé de ma co-scénariste, et je l'espère de moi-même aussi, qui anglais ce travail-là pour pouvoir petit à petit construire une histoire. Et c'est des moments très forts parce que voilà, les sages-femmes se retrouvaient spectatrices de leurs propres confidences. Je les ai vues très souvent bouleversées par ce que proposaient les comédiens avec beaucoup d'intensité. Mais aussi, je les ai vues rire et je les ai vues surtout, ce qui manque cruellement dans leur métier, avoir un espace pour se questionner, pour questionner leurs pratiques. Dans ce film, on voit plusieurs situations que vous avez évoquées tout à l'heure, des situations d'accouchement, pour le plus positif, des situations plus difficiles. J'ai eu beaucoup de mal à dissocier ce qui était vrai et ce qui était faux dans ce film que vous voulez ultra réaliste. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est factice ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que très vite, on s'est dit, il faut montrer les accouchements, il faut montrer cette force de vie qu'est un accouchement en vrai. Voilà, ce sont des grands mots parce que, mais de façon documentaire. Voilà, plus qu'en vrai. Et on a filmé un certain nombre d'accouchements documentaires qu'on a ensuite tissés avec notre fiction grâce au travail de montage. Et voilà, j'ai suivi une dizaine d'accouchements documentaires. Certains sont dans le film et nous ont fait réécrire le film en fonction de ce qu'on avait rencontré. C'est toute une imbrication, toute une hybridation entre le réel, et la fiction qui nous permet comme ça de pouvoir effectivement avoir accès à cette image qui nous est si rare en fait, mais la vérité d'un accouchement. C'est incroyable parce qu'on a vraiment, et je sais que c'était votre volonté que ça nous transperce dans notre chair, on a vraiment la sensation d'y être. C'est extrêmement bien joué. Oui. Par de très jeunes réalisateurs qui sortent du conservatoire, acteurs, pardon, excusez-moi, qui sortent peut-être en devenir, qui sortent à peine du conservatoire. Comment vous les avez sélectionnés, ces acteurs ? D'une certaine manière, du coup, j'avais une promotion de 30 et je pouvais décemment travailler et tisser des histoires pour 10. Du coup, j'ai passé du temps avec chacun à ce qu'ils me racontent leur vie, un bout de leur histoire. J'ai été bouleversée de découvrir cette jeunesse-là, son humour, ses trouvailles, sa fougue. Et c'est à partir de liens que je ne saurais pas vraiment déceler, et à la fois d'un désir profond de filmer ces 10 femmes et ces 10 hommes, que j'ai décidé de les intégrer dans le récit. Et après, c'est eux, avec leur inventivité et le regard de ma co-scénariste, qui ont inventé les personnages avec quelque chose qui venait d'eux aussi. Dans ce film, Léa Fener, on le disait tout à l'heure, il y a des moments très douloureux et ce sujet de la maltraitance. Je voudrais quand même si on en a parlé il y a quelques secondes, citer un moment très fort dans votre film, peut-être le plus fort à mon sens, encore une fois. On voit une sage-femme à bout qui abandonne. Elle dit OK au fait d'être mal payée, de ne pas avoir ses enfants, mais pas de maltraiter les gens, alors qu'elle a mis 5 heures à rendre un bébé mort à ses parents qui ont attendu tout du long. Est-ce que ça, c'est les réelles conditions que vous avez observées vous-même ? Je sais que vous avez eu un moment de bonheur en assistant vous-même à un accouchement et que vous avez aidé justement à cet accouchement-là. Ça fait partie des moments très douloureux, réels, que vous avez voulu retranscrire. Heureusement que je l'ai pas vu de mes yeux. Je pense que ça aurait été très dur à supporter. J'ai commencé à faire un travail à un moment avec les sages-femmes. Je les ai questionnées sur qu'est-ce qui a dans leur pratique avait été plus jamais ça. Enfin voilà. Et ça, ce récit-là, c'est le récit d'une des sages-femmes. Elle m'a raconté ça. Voilà, ce jour où elle devait accompagner un couple dans un deuil périnatal et où, sortant avec le bébé, se retrouvant plongée dans une cadence effrénée avec 1000 autres urgences à gérer, elle n'a pu revenir que 5 heures après. Du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui, dans le film, évidemment, est fictionnalisé avec des acteurs, mais qui est stricto sensus le récit d'une de nos sages-femmes de cœur qui a aidé à l'écriture. Léa Fener, on va continuer à parler de ce film dans un instant. On continue cette émission avec vous. Vous êtes venus nous voir pour ce film Sage-Femme en salle aujourd'hui. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec nos chroniqueurs Christophe Barbier et Stéphanie Ronchevski qui nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J.
16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel de titre avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour à toutes et à tous. Au chapitre sécuritaire, une attaque à la voiture bélier près de Hébron. Un Palestinien a foncé ce matin sur des soldats à un poste militaire. L'un des hommes du 603e bataillon du génie de combat a été blessé. Il a été transporté à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Les autres soldats israéliens sur place ont ouvert le feu contre la voiture et son conducteur. Le terroriste palestinien est grièvement blessé. La maire de Beth Shemesh a échappé à des émeutiers. Hier soir, des dizaines de Haredim ont voulu s'en prendre à elle alors qu'elle visitait une école. La police israélienne a dû extraire Aliza Bloch des lieux pendant que les manifestants vandalisaient sa voiture. Les émeutiers ont aussi lancé des engins incendiaires contre le bâtiment qui a pris feu. La maire a dû rester à l'intérieur 2 heures en attendant que les forces de l'ordre israéliennes ramènent le calme. Un policier israélien a été blessé à la tête il y a quelques jours. Des extrémistes ultra-orthodoxes ont vandalisé une affiche de campagne de la maire parce qu'elle y apparaissait. Une situation que subissent parfois les femmes politiques dans les villes et les quartiers ultra-orthodoxes. Le président Herzog a appelé la maire Aliza Bloch pour l'assurer de son soutien face aux violences subies. Au chapitre diplomatique, les négociations avec l'Arabie Saoudite pour normaliser les relations avec Israël. L'autorité palestinienne va se rendre en Arabie Saoudite pour exprimer ses exigences à propos d'un tel accord. Ramallah change de cap et cherche cette fois, contrairement aux précédentes, à s'impliquer dans le processus. Dans l'actualité internationale, un nouveau coup d'État en Afrique, cette fois-ci au Gabon. Les militaires sont même intervenus à la télévision publique pour annoncer la fin du régime en place. Le président élu, Ali Bongo, est retenu en résidence surveillée avec sa famille et ses médecins. Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec Léa Fener pour son film Les Sages-Femmes. Sages-Femmes en salle aujourd'hui sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Itzik Moshel, directeur de Dialang. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510 €. 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr. Le Monde présente La Grande Histoire des Rois de France, une collection prestigieuse et illustrée. De Clovis à Louis XVI, retrouvez toutes les grandes dynasties royales qui ont écrit l'histoire de France et dessiné ses frontières. La Grande Histoire des Rois de France, le numéro 1, Charlemagne, 2,99 € seulement chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Léa Fener, pour son film Sage-Femme en salle aujourd'hui. Il est joué par Khadija Kouyaté, Héloïse Janjo, Myriam Akediou. On en a parlé il y a un instant. Et puis bien évidemment, cette question en toile de fond que je voulais vous poser, Léa Fener, est-ce que la maternité est au cœur bien sûr de nombreux questionnements féministes, mais comment vous l'inscririez-vous dans ce film, dans ce mouvement ? Dans le mouvement féminisme, déjà, c'est des femmes qui prennent soin d'autres femmes. Donc, il y a à la fois, évidemment, quelque chose qui est au centre des questionnements féministes, et à la fois, c'est ça qui est extrêmement cruel, mais quelque chose qui fait que c'est pour ça que ce métier-là est aussi invisibilisé, aussi mal connu, aussi peu respecté et peu reconnu aussi, de façon salariale et dans les statuts. Et mettre un coup de projecteur là-dessus, le redire, pour moi déjà c'est un premier
un premier acte. Il y a quelque chose aussi pour moi qui est important, qui était que je me suis sentie très orpheline quand je suis devenue mère, de questionnements autour de la maternité qui soient aussi des questionnements féministes. Comme si quelque chose de la maternité avait été exclu de cet endroit-là. Comme si, la maternité était trop aliénante pour pouvoir faire partie des questionnements féministes. Et je trouve que ça, c'est très beau qu'aujourd'hui, ça revienne un peu au centre et qu'on puisse s'emparer de ça avec une fierté de femme et d'égalité homme-femme. Et puis, parce que je pense que montrer aussi les images des accouchements, montrer la force des femmes à cet endroit-là, en tout cas, pour moi, c'était un geste politique. Le montrer aussi dans leur réalisme. Enfin, voilà. Donc il y a une vraie place politique, dites-vous. C'est un regard engagé sur la situation de l'hôpital public aussi. Quel impact vous souhaitez que le film ait dans le débat d'aujourd'hui sur notre système de santé ? Je suis réaliste, je sais que ces sonnettes d'alarme, elles ont été aussi déjà maintes et maintes fois tirées, mais je voulais que les spectateurs puissent le ressentir dans leur chair avec ce que permet une fiction, c'est-à-dire le fait qu'on s'identifie, qu'on traverse, que de façon cathartique, nous, on est au plus proche de ces sages-femmes et on ressent leur dans tous tourment. Les sens du terme, né. Voilà. On ressent leur tourment pendant 1h30. Ça me semblait important parce que je pense qu'il y a des changements qui se font aussi avec un impact émotionnel, un impact. Si on a une marque dans nos émotions, dans nos sentiments, on est aussi plus alerte que seulement quand les signaux d'alerte sont tirés de façon plus factuelle ou même journalistique, avec tout le respect que j'ai pour. Pour conclure, Léa Fener, de par votre histoire, vous avez voulu essayer de comprendre, donc au plus profond, ces mécanismes systémiques, individuels, qui amènent donc à la situation des hôpitaux, qui rendent aussi la relation entre soignants et patients parfois compliquée. Aujourd'hui, après ce film, quel est votre sentiment profond ? Mais moi, je suis fière d'avoir rencontré ce métier-là. Ces femmes me portent encore beaucoup, très régulièrement. Les gens qui ont coécrit avec moi sont devenus des amis très proches et je trouve que leur façon de donner confiance à l'autre est quelque chose qui est très central dans leur métier et qui m'aide au quotidien. Et puis, je pense qu'en ayant compris pourquoi, en fait, les soignants sont dans cet état-là, pourquoi cette relation entre soignants et soignés est blessée aujourd'hui, en ayant vu que ça venait profondément d'une institution maltraitante, j'ai envie de me battre à leur côté. Et du coup, la blessure, elle est devenue plus combat. Voilà. Merci Léa Fener pour ces mots. Dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et on parle de maternité dans le théâtre avec vous, Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Puisque votre invitée Cyrielle est experte en maternité, je vais vous parler de 3 pièces de théâtre où il est question de grossesse. La première est de Georges Feydeau. Elle date de 1911, à une période où l'auteur est en plein divorce et donc il écrit sur les déboires conjugaux, l'amertume du couple. La pièce s'appelle Léonie est en avance. Léonie Toudou attend un enfant qui semble en effet être prématuré. Alors elle martyrise son mari à coups de caprice et elle exige que la sage-femme vienne. Elle arrive, cette sage-femme, elle s'appelle Madame Virtuelle, tout un programme, et voici son diagnostic. Il est possible que ce soit tout simplement un sacro-iliaque gauche postérieur, siège décomplété, mode des fesses. On voit des choses si étranges dans notre profession. Tenez, l'autre jour, n'ai-je pas eu une cliente qui m'a fait une mole idatiforme ? Le père de l'enfant, monsieur Toudou, essaye de l'embrouiller. Ah bon ? Tenez, moi je n'ai pas vu la mole idatiforme, mais ce que j'ai vu comme ça aussi, c'est un cas de... Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un cas de mystamboulocolite. De quoi ? De mystamboulocolite. Ah oui, ça arrive. Ah, vous en avez vu ? Ah oui, bien des fois. Eh ben, elle a du culot, conclut monsieur Toudou, après avoir enfumé la sage-femme. Et pour finir, Léonie n'était pas en avance. Elle avait fait une grossesse nerveuse, pas de bébé. La deuxième pièce s'appelle Lorsque l'enfant paraît, signée André Roussin. Elle date de 1951 et à l'époque c'est un triomphe, 1600 représentations. Secrétaire d'État à la famille, Charles Jacquet défend à l'Assemblée une loi pour réprimer l'avortement. Or sa femme Olympe apprend qu'elle est enceinte, malgré sa quarantaine bien avancée. Le fils du ministre Georges avoue qu'il a engrossé la secrétaire particulière de son père, Natacha, et puis la fille, Annie,
confie qu'elle n'a pas attendu son mariage pour le consommer avec son fiancé, elle attend un bébé. Charles Jacquet envisage soudain l'avortement d'un autre œil. Mais surgit une de ses anciennes amoureuses de jeunesse qui lui raconte qu'elle s'est trouvée enceinte à l'époque et qu'elle a décidé de garder l'enfant. Cette pièce a été redonnée l'an dernier par Michel Faux et Catherine Fro avec un énorme succès. Et pour finir, bien sûr, vous la connaissez tous, Le Prénom. Pièce créée en 2010 avec Patrick Bruel, Guillaume de Tonquédec, la regrettée Valérie Benguigui. Bruel veut appeler son fils à naître Adolphe, par admiration pour le roman éponyme de Benjamin Constant. Mais la famille et les amis sont gênés. Adolphe, ça fait penser à Hitler. Le canular débouche sur un jeu de la vérité où tout le monde règle ses comptes, dévoile ses secrets de famille enfouis. C'est cruel, c'est hilarant, c'est un triomphe, vous vous en souvenez, ce sera un film. Vous voyez, les grossesses au théâtre, cela donne de beaux bébés. Et merci beaucoup pour cette chronique, Christophe Barbier. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite, Léa Fener, c'est la chronique Flashback de Stéphanie Ranchevski sur Radio J. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cyrielle, bonjour Léa Fener, bonjour à tous. Dans cette rubrique Flashback, nous allons évoquer vos goûts musicaux, littéraires et cinématographiques. Nous commençons tout de suite avec une chanson, Hard Billy, écrite et interprétée par Léonie Pernet. Alors c'est un extrait d'un album sorti en 2021 qui s'intitule Le Cirque de la Consolation. Ce très beau titre m'a fait penser à un de vos films, Les Ogres évidemment, dans lequel évolue sous un chapiteau au gré des événements tragiques et comiques une troupe de théâtre. Troupe qui, comme il est dit dans le film, est une affaire familiale. Film très largement autobiographique dans lequel d'ailleurs jouent vos parents. Dans votre film, Sage-Femme, c'est votre frère, José Fener, dit Magambé, qui fait la bande originale. Il a d'ailleurs déjà fait de nombreuses musiques qui mélangent le son du synthétiseur avec le jazz et les influences afro-américaines. Mais le film se termine sur cette scène d'agitation collective. Alors, je dirais pas de quoi il s'agit, avec justement cette chanson Hard Billy, entremêlant, comme dans votre film, poésie, douceur lyrique et des pics de violence à travers des rythmes percutants. Léonie Pernet est percussionniste de formation, mais très rapidement, elle crée sa propre musique, mélange de sons électroniques, de piano et d'un chant aux évocations de mélodies sensibles et poétiques. Elle a fait aussi plusieurs musiques originales de films, comme par exemple celle de la série H24. H24 comme 24 heures de la vie d'une femme, et en l'occurrence, une femme infirmière. Concernant Hard Billy, alors vraiment, j'invite nos auditeurs à regarder le clip officiel du réalisateur Jean-Gabriel Perriot, clip dans lequel la musique électronique lancinante se pose sur des images pleines d'énergie des danseurs aux masques et aux costumes africains, essentiellement issus du Burkina Faso. C'est absolument magnifique, magique. C'est à la fois fascinant, inquiétant, mais aussi vraiment électrisant, excitant, un peu comme le processus de la créativité ou une naissance. Léa Fener, pourquoi vous aimez cette musique ? Eh ben, je trouve que ce que vous l'avez très bien décrit, une des choses qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est à la fois sa modernité et ce romantisme. Je trouvais qu'elle pouvait, faire nous partager à la fois cette flamme qui est à l'œuvre dans la maternité et aussi cet amour et cette lutte. On va poursuivre avec une autre musique, un autre univers que vous aimez particulièrement, et j'ai envie de dire qu'on connaît très bien l'intéressé. La musique que vous aimez, c'est Cheetah de J.J. Johnson, qu'on a déjà reçu sur Radio J. Oui, alors c'est un extrait de l'album Rorschach Test, sorti en 2021. Let them out of their cages. I've heard this violent sound before. Alors Cheetah est un élégant morceau aux tonalités jazzy et aux accents mélancoliques de ce géant de la trip-hop suédoise qu'est J.J. Johansson. Né en 1968, cet auteur, compositeur, interprète a également fait des musiques de films. Alors, séquence flashback. Enfant, il écoutait du rock, du punk et même du hard rock. Il raconte dans une interview qu'adolescent, il était coincé chez lui entre la chambre de son frère qui écoutait du glam rock, celle de sa sœur qui écoutait ABBA et celle de son père qui écoutait du jazz pour lequel finalement il s'est passionné.
Formé lui-même à la clarinette et au saxophone, il compose d'abord pour son loisir. Il a fait des études d'art, de design, d'architecture. Mais en 1996, on lui propose de faire son premier album, Whiskey. Depuis, évidemment, il en a sorti une petite vingtaine. Alors, la dimension psychanalytique du nom de l'album ne vous aura pas échappé puisqu'il s'agit du test inventé par Rorschach sous forme de dessin utilisé encore aujourd'hui en psychologie clinique. Ce sont des taches d'encre à interpréter. Certains y voient un papillon, par exemple, et qu'on voit d'ailleurs sur la pochette de l'album mélangée à une photo du chanteur lui-même qui se trouve dans son lit. J.J. Johansson a eu l'idée d'un test non pas visuel en 10 images comme ça se fait, mais auditif, avec son album en 10 morceaux, partant des remarques de nombreux fans qui lui écrivent justement pour lui dire que sa musique leur fait du bien, que c'est thérapeutique. Et coup de chance, la sortie de l'album coïncide avec les 100 ans du test. Dans Cheetah, il est question de guépards qui sortent de leur cage et qu'on entend rugir avec l'idée qu'il faut se préparer à la guerre. Il y a en réalité un jeu de mots avec cheaters, qui signifie les infidèles, les tricheurs. Et là, on voit qu'il s'agit encore, comme dans vos films, Léa Fener, de l'existence de la violence à laquelle il faut faire face sans rien perdre de son humanité. Très joliment dit ça, Stéphanie. J.J. Johansson qu'on a reçu l'année dernière. Et en effet, c'est un personnage, j'ai envie de dire, tout à fait singulier. Cela revient encore. Il est très grand, le cheveu blond-blanc, très impressionnant. C'est vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup marqué sur cette antenne. Et donc, c'est assez amusant de voir qu'il vous touche aussi. On va poursuivre avec de la littérature. Et nous allons parler d'un livre qui est sur votre table de chevet de Claire Marin qui s'intitule Rupture. Alors Claire Marin est une philosophe, écrivaine et enseignante française qui travaille essentiellement sur la maladie, le soin, l'éthique médicale et donc encore la vie à l'hôpital. Son premier livre est un roman, Hors de moi, qui retrace sa propre expérience de la maladie, parce qu'elle a contracté à l'âge de 20 ans une maladie auto-immune. Alors, son écriture, sans pathos, porte un regard de philosophe sur la vulnérabilité face à l'institution médicale. Elle a continué d'ailleurs avec, parmi de nombreux livres récompensés, un essai philosophique passionnant. Violence de la maladie, violence de la vie, plaidant pour un espace de parole pour le malade. Rupture, que vous avez à la main. Que j'ai à la main, et je le précise pour les auditeurs, Rupture est au pluriel avec un S à la fin entre parenthèses. Traite donc évidemment des ruptures amoureuses, mais aussi des ruptures familiales avec ses parents, avec ses enfants, des ruptures professionnelles comme le changement ou la perte d'un travail, des ruptures existentielles comme un deuil, un accident. Et cet ouvrage, c'est un ouvrage qui a reçu le prix lycéen du livre de philosophie en 2020. Donc un prix composé d'un jury d'élèves, donc c'est pour dire que ça touche toutes les générations. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un accouchement peut être considéré comme une rupture avec la femme qu'on était et une rupture avec le bébé. On doit couper le cordon. D'ailleurs, on voit pas mal de scènes dans votre film où différentes personnes coupent le cordon. Donc, c'est la question de l'identité qui traverse ce livre en se confrontant justement à la violence de cette expérience du manque. Alors, mais qu'est-ce qu'une rupture exactement ? Alors là, j'aime beaucoup cette question. Alors là, je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques extraits que j'ai compilés du livre qui donnent le ton. Notre vie n'est faite que de ruptures. On aimerait que la rupture soit une coupure franche, bien droite et bien nette, d'un seul coup, comme le sabre qui décapite. Mais la rupture est déchirure. On déchire dans le tissu d'une vie commune où les identités des uns et des autres sont si étroitement mêlées que plus personne ne sait vraiment où il commence et où l'autre s'arrête. Même rompus, les liens peuvent rester sensibles. Membres fantômes, témoins d'une ancienne vie. Voilà, je me dis tout ça aussi pourrait s'appliquer à l'accouchement. Et de plus, éviter la rupture, c'est aussi l'histoire de l'amitié entre les deux sages-femmes de votre film qui travaillent ensemble et en plus vivent en colocation. Toute la question est de savoir si leur relation va résister aux événements. La rupture est donc quelque chose de physique, mais c'est aussi quelque chose de psychologique qui apparaît par le regard qu'on lui porte. Dans votre autre formidable film, Les Ogres, la fille quitte le père qui dirige le théâtre et du même coup, la troupe. Donc c'est une double rupture, très violente. Et on voit, la prise de conscience prend un peu de temps, la prise de conscience des parents, en fait. Voilà, et je dirais par rapport à ce thème-là, en fait, que simplement, votre film Sage-Femme, lui, justement, commence par une rupture.
Très bien résumé. On va terminer avec du cinéma. Je pense que vous avez un mot à dire quand même, Léa Fener. Je trouve ça très beau. Ça me donne encore plus envie de me plonger dans ce livre. Et oui, je suis très touchée par cette idée qu'une rupture soit une déchirure dont on garde encore des traces en nous. On va terminer avec du cinéma et l'un des films que vous projetez d'aller voir, Notre corps de Claire Simon. Stéphanie Ranchevski. Alors, Notre corps de Claire Simon est un documentaire de presque 3 heures sélectionné pour la Berlinale de 2023 et que l'on pourra voir prochainement au cinéma, le 11 octobre, je crois. Claire Simon a commencé par faire des études d'ethnologie, puis en autodidacte a appris le montage avant de devenir scénariste, actrice, directrice de la photographie et réalisatrice. Elle a aussi dirigé le département réalisation de la Fémis, où vous étiez, Léa, et a même fait un film là-dessus, le concours. Et il faut savoir que le concours de la Fémis, c'est un des concours les plus difficiles de France actuellement. Le documentaire Notre corps explore avec beaucoup d'humanité toutes les dimensions des consultations gynécologiques qui se passent, ça se passe à l'hôpital Tenon. Les grossesses, les pathologies, les transformations de genre. Ce film, exclusivement tourné par une équipe féminine, a cette particularité que la réalisatrice passe elle-même devant la caméra, apprenant pendant le tournage qu'elle avait un cancer du sein. Voilà, pour finir cette chronique, j'aimerais vous remercier, Léa Fener, pour l'exploration de ces œuvres qui touchent de près ou de loin à l'accouchement et qui donnent à penser, comme l'avait déjà établi Socrate, inventeur de la maïeutique au sens non pas médical, mais philosophique, d'art de faire accoucher les esprits, art qu'il dit quand même tenir de sa mère, qui était sage-femme. Incroyable, merci beaucoup. Merci Stéphanie Ranchevski pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Léa Fener va prendre les notes de Stéphanie Ranchevski pour les travailler, je crois. Il y a quelque chose à faire autour de ça. Léa, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant avec la séquence introspection, 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître. On y va doucement sur la douce musique de Jérémy Ababou. Léa Fener, vous pouvez prendre le casque pour vous aider. Ça va nous aider à voyager ensemble. Première question. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? C'est très intime comme question. Vrai. Oui, je changerais très très peu de choses, mais j'essaierais de préserver. Je suis quelqu'un qui regrette beaucoup. Et j'essaie de me soigner. Du coup, vous me posez une question qui est quelque chose qui me fait me replonger dans cette maladie du regret que j'ai. Le regret, on l'entend. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? Aime. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? J'ai toujours l'impression que c'est aujourd'hui, vraiment, malgré les difficultés. Et puis là, je suis mère de 2 enfants que j'aime profondément et ça en fait un de mes plus beaux âges. Si vous voulez nous la confier, quelle fut la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez résolue ? Je crois que ça touche un peu à la même chose. Quand on porte un enfant qui naît avec un problème de santé, toujours ça mettra une blessure en vous de savoir si quelque chose aurait pu être évité. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas, par peur d'être jugé ? Crier, danser, prendre la rue, peut-être faire ce que mes parents ont fait, c'est-à-dire du théâtre itinérant, avoir cette insolence-là, d'être dans la rue pour porter une voix. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Cette année, je vais tricher un peu. Quand j'ai filmé un des accouchements du film, que j'étais seule à le faire, que j'ai vécu 24 heures avec ce père et cette mère, et du coup cet enfant à naître, c'était un moment, je pense que je n'oublierai jamais. Si je vous parle d'amour, Léa Fener, cela résonne en vous comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? De vivant, absolument. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? Les regrets, savoir m'en débarrasser. Si vous étiez présidente, quelle serait la première mesure que vous prendriez ?
Je vais dire quelque chose que j'ai entendu à la radio récemment. Mettre en place un salaire maximum plutôt qu'un salaire minimum. Que les gens arrêtent d'être payés 1000 à 2000 fois plus que d'autres. Après votre départ, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Mes hésitations et mon envie de bien faire. Merci beaucoup Léa Fener de vous être confiée comme ça. On peut retrouver cette séquence comme cette émission sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. On va poursuivre en musique, on va se faire plaisir avec JJ Johansson. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Il nous reste une demi-heure à passer avec Léa Fener. Dans un instant, notre coup de cœur du jour et puis notre experte Sandy Boulanger pour le portrait de notre invité. Ça, vous ne le saviez pas, Léa Fener. Mais tout de suite, on écoute un peu de musique, une petite pause et puis on poursuit avec le journal de l'info. Restez avec nous. It's written in the pages, this wild beast prepare for war. Soon you'll know what rages. I can hear the cheetahs roar. Now they're coming back for more. Take a deep breath, honey. Yeah, I know I'm also nervous. You don't need to worry. Nothing can disturb us. From now on, it's gonna be alright. I'll protect you. I stay awake all night at dusk and dawn. Don't you blink, don't even yawn. I can hear the cheetahs roar. Who let them out of the cages? I've heard this violent sound before. From many different stages, I can hear the cheetahs roar. It's written in the pages, this wild beast prepare for war. Soon you'll know what rages. I can hear the cheetahs roar. Now they're coming back for more. I can feel they coming closer. Oh God, they run so fast, lurking in the shadow, hiding in the grass. They're coming out at night. Watch these hungry beasts, how they hunt their prey, preparing for the feast at dusk and dawn. Don't you blink, don't even yawn. I can hear the cheetahs roar. Who let them out of the cages? I've heard this violent sound before. From many different stages, I can hear the cheetahs roar. It's written in the pages, this wild beast prepare for war. Soon you'll know what rages. I can hear the cheetahs roar. Now they're coming back for more. Hey, over here. Hey, come on, it's this way. Where do we go? Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, à la une de l'actualité en Israël, des coups de feu ont été tirés la nuit dernière contre une école des quartiers arabes de Jérusalem. Des vitres ont été brisées, il n'y a pas de blessés, les lieux étaient vides. Ça s'est produit dans le quartier de Kafr Akab. Des graffitis sur les murs ont été découverts. Ils proclament « Nous ne permettrons pas la rentrée scolaire ». Le tout accompagné. Pour les gens qui sont en fait. Avec plaisir. Tac. Les deux, on va voir. Comment ? Faudrait peut-être la faire venir. Ça peut prendre quelques photos. On m'a déjà dit que rien n'est facile. Déjà dit t'es trop loin du champ des possibles. On m'a déjà dit ça ne vaut plus la peine. Peine perdue pour demain, il n'arrivera plus rien. Je peux tout entendre, mais la seule chose qui nous rassemble, c'est qu'il n'y a pas de route parfaite, faite. Le vide dans vos têtes, peut-être. C'est good ? Je sais pas. On est très bien. C'est vrai. Ok. D'accord. En Afrique, cette fois-ci au Gabon, les militaires sont même intervenus ce matin à la télévision publique pour annoncer la fin du régime en place. Gabonais et garant de la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Un coup d'État quelques heures seulement après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo, le président élu qui est retenu en résidence surveillée avec sa famille et ses médecins. Les militaires ont aussi annoncé l'arrestation de l'un de ses fils pour haute trahison. La guerre en Ukraine, la Russie affirme avoir détruit 4 navires militaires en mer Noire, des vedettes de la marine ukrainienne qui, selon Moscou, transportaient jusqu'à 50 membres des forces spéciales. Par ailleurs, la nuit dernière, 2 personnes sont mortes dans une attaque de missiles sur Kiev et une autre a été blessée, la plus importante attaque contre la capitale ukrainienne depuis le printemps, selon les autorités militaires. En France, Emmanuel Macron réunit tous les représentants des groupes parlementaires cet après-midi. Le rendez-vous a lieu
lieu à l'école de la Légion d'honneur de Saint-Denis. Les réunions se tiennent à huis clos. Les oppositions comptent profiter de la réunion de ce jour pour mettre sur la table plusieurs de leurs propositions phares, des discussions qui doivent se prolonger ce soir avec un dîner. Le groupe Lyot, en revanche, n'a pas été invité. La gauche pousse pour un référendum sur les retraites, l'extrême droite sur l'immigration. Autre réunion aujourd'hui, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a convoqué à Bercy les distributeurs. Il veut leur demander de prolonger leur opération de baisse des prix. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mes invités sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazone accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cache-route. Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60 €. Envoyez vos dons à Mazone, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazone.org. 01 48 21 00 30. Le Monde présente La grande histoire des rois de France, une collection prestigieuse et illustrée. De Clovis à Louis XVI, retrouvez toutes les grandes dynasties royales qui ont écrit l'histoire de France et dessiné ses frontières. La grande histoire des rois de France, le numéro 1, Charlemagne, 2,99 € seulement chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour pour mon plus grand bonheur sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début. Merci pour votre fidélité avec nos invités aujourd'hui, Léa Fener et mon invité coup de cœur, l'auteur, compositeur et interprète Arnaud Santamaria. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Coup de cœur, je suis ravie de vous découvrir. Enfin, vous découvrir, on vous connaît. Hein, votre nom doit résonner très certainement. Mais c'est un honneur parce qu'en règle générale, on reçoit des artistes émergents. Et dans votre cas, on va plutôt dire que vous êtes un artiste confirmé avec une certaine renommée. Il paraît, après on est toujours émergent, ça dépend de ce qu'on fabrique. Au final, là, ça fait longtemps que j'avais pas sorti de disque pour moi. Depuis 2015 ? C'est ça. Ouais. Donc je suis de nouveau un artiste émergent. Eh ben oui, c'est pour ça que vous êtes là et c'est un bonheur. On va parler un petit peu de votre histoire. Vous avez démarré avec un groupe de hard rock. Oui, c'est vrai. Si je me trompe pas. Vous avez été produit 2 fois de suite par les internautes sur des plateformes participatives. Et vous avez fait pas mal de premières parties. On vous a vu. Lesquelles ? Alors j'ai commencé par Gérald de Palmas, où j'ai fait peut-être 70 dates. J'ai fait les premières parties de Kali, de David Hallyday. Et j'ai eu une super expérience aussi avec Florent Pagny. On a fait une quinzaine de zéniths ensemble, où on a partagé la route. Vraiment, tous les deux, ça a été un vrai moment très chouette. J'imagine, beau moment. Est-ce que vous êtes toujours en contact ? Assez peu, on va dire, parce que Florent peut pas avoir tous les amis du monde. Alors ça veut pas dire qu'on se respecte pas et qu'on s'aime pas profondément, mais je le laisse vivre et on se laisse vivre clairement. Arnaud Santamaria, vous avez écrit pour l'ENACA, Sophia Mestari, qu'on a reçue il y a pas longtemps dans cette émission et qu'on embrasse très fort parce que je sais qu'elle est assidue et qu'elle écoute. Et récemment, vous avez écrit pour David Hallyday, Ma dernière lettre, et vous avez travaillé sur son prochain album. Donc ça se raconte aussi. On vous connaît aussi en tant que participant, finaliste du télécrochet Rising Stars sur M6. Et le jury, voilà, vous aimez beaucoup ainsi que le public. Un dernier album donc en 2015 et aujourd'hui, vous préparez, j'imagine, un nouvel album. 2 titres sont sortis là. C'est vrai, c'est prêt en fait. Je dirais me remis un peu les mains dedans légèrement parce que j'ai tendance à jamais terminer complètement. Et comme aujourd'hui les promos prennent du temps, je reviens un peu sur certaines choses en me disant ça j'aurais pu faire ça comme ça aurait été intéressant de bouger ci ou ça. Donc je remets un tout petit peu les mains dedans, mais l'album est prêt. Il pourrait sortir en l'état. Comment il va s'appeler ? C'est un secret. Ça, c'est encore le secret. En tout mais cas, je peux vous faire la faveur quand même. Eh bien, écoutez, c'est ouvert. Hein. Il s'appelle Autant pour moi. Autant pour moi. Vous venez nous voir en tout cas pour découvrir ces 2 premiers singles, On ne vit qu'une fois et Une femme comme une autre. Dans quel contexte vous avez écrit ces titres ?
C'est assez drôle parce que faire un album après autant d'années, c'est le faire avec du temps aussi. Donc le contexte, il est en faveur de ce qui s'est passé ces dernières années et ce qu'on a tous connu. On ne vit qu'une fois, forcément résonne à travers ça, mais il résonne aussi à travers le parcours. Un parcours qui s'arrête aussi pour les musiciens, pour plein de gens. Donc le contexte a été en résonance avec tout ce qu'on a vécu et cet arrêt qui fait qu'en fait, moi j'ai qu'une vie et j'ai envie de la vivre. Peu importe ce qu'on me dit, peu importe les barrières qu'on me met, peu importe les routes qu'il faut prendre, en tout cas, j'ai envie de vivre. Donc ça, c'était ma notion 1 et j'ai eu envie de l'exprimer à travers l'ensemble du disque, à travers le temps qui passe aussi. Il y a un jeu de mots évidemment avec Autant pour moi, c'est évidemment une excuse, mais c'est aussi une idée du temps. Il y a beaucoup cette notion-là dans cet album. Il y a un titre qui s'appelle Le temps nous fume. Je joue vraiment avec cette notion-là. Une femme comme une autre est un titre qui lui a une résonance différente. Il traduit l'époque, mais j'avais pas pour intention de la traduire à tout prix en fait. C'est un titre qui a plus de bouteilles que ce qui s'est passé en fait récemment entre les genres et ce qui va avec. Néanmoins, c'est un titre qui pour moi raconte l'amour qu'on peut avoir pour les femmes en fait, tout simplement. La vision que moi j'ai des femmes et de l'amour que j'ai pour elles. Et au final, la réalité, c'est que peu importe qui on est. C'est beau ce que vous nous dites, Arnaud Santamaria, parce que il y a à côté de moi Sandy Boulanger qui sait que dans cette émission il y a toujours ce qu'on appelle synchronicité entre les invités. Vous mettez les femmes à l'honneur dans ce titre Une femme comme une autre qu'on va écouter dans quelques minutes sur Radio J. Et puis aujourd'hui on a Léa Fener, réalisatrice du film Sage-Femme, qui a parlé longuement de la cause des femmes et de la cause de ce film qui se veut un peu féministe aussi en toile de fond. Vous dites là il y a un instant, la vie vaut la peine d'être vécue, il faut avancer car on ne vit qu'une fois. On va vous écouter alors, quand vous voulez. On m'a déjà dit que rien n'est facile. Déjà dit t'es trop loin du champ des possibles. On m'a déjà dit ça ne vaut plus la peine. Peine perdue pour demain, il n'arrivera plus rien. Je peux tout entendre, mais la seule chose qui nous rassemble, c'est qu'il n'y a pas de route parfaite, faite. Le vide dans vos têtes et peut-être que le soleil viendra. Quels que soient nos choix, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On m'a déjà dit qu'il faut rester prudent. Mais moi quand tombe la pluie, je peux pas attendre le printemps. J'ai trop d'envie et le cœur impatient pour rester bien assis, ne faire que ce qu'on me dit. Je peux tout entendre, mais la seule chose qui nous rassemble, c'est qu'il n'y a pas de route parfaite, faite. Le vide dans vos têtes et peut-être que le soleil viendra. Quels que soient nos choix, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On m'a déjà dit rien de ce que je ne sais déjà, mais je n'écoute que le bruit de mon cœur qui se débat. Déjà dit rien de ce que je ne sais pas, mais je n'écoute que le bruit de ce en quoi je crois. Qu'il n'y a pas de route parfaite, faite. Le vide dans vos têtes et peut-être que le soleil viendra. Quels que soient nos choix, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une
fois. Ta-da, ta-da-da-da. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On ne vit qu'une fois. Arnaud Santamaria sur l'antenne de Radio J. Arnaud Santamaria, merci beaucoup, c'est magnifique, on est nombreux en studio. Merci. On a apprécié ce moment avec vous partagé. Il y a un autre titre que j'aimerais beaucoup qu'on diffuse sur l'antenne de Radio J, c'est Une femme comme une autre dont nous venons de parler. Et je crois que David Hallyday et Pablo Villafranca ont participé. Ouais, tout à fait, ouais. Ils m'ont fait l'honneur de venir sur ce clip. Dans la mesure où c'est un titre qui se veut tout genre, mais tout genre d'hommes et femmes. On est tous les mêmes, tous pareils. Et je leur ai évoqué l'idée comme si c'était naturel qu'ils partagent la même ambition, enfin la même vision que moi. Et ils ont dit mais ouais, le titre me plaît, je suis d'accord, t'as raison, peu importe. Tant qu'on s'aime, tout va bien. Et ben on va l'écouter. C'est un cadeau. On va se faire plaisir, on va se faire ce cadeau sur l'antenne de Radio J. Une femme comme une autre. Belle écoute. Je suis une femme comme une autre. Je maquille ce que je sais. S'il fallait te faire croire que tout est de ma faute, je le ferais parce que tu me plais. Je suis une femme comme une autre. Je peux courir à perdre haleine pour te voir, te savoir sain et sauf, pour être sûr que tu reviennes. Mais quel que soit le gêne, toutes nos erreurs sont humaines. Quelle que soit la gêne, pourvu que l'on s'aime. On s'aime, pourvu que l'on s'aime. On s'aime. Je suis une femme comme une autre. J'ai des aiguilles sous les talons pour te piquer, te quitter si c'est ta faute et m'en aller vers l'horizon. Mais quel que soit le gêne, toutes nos erreurs sont humaines. Quelle que soit la gêne, pourvu que l'on s'aime. On s'aime, pourvu que l'on s'aime. On s'aime. Je suis une femme comme une autre. Et peu importe si ça te gêne, X ou Y, à qui la faute, toutes nos erreurs sont humaines. Quelle que soit la gêne, pourvu que l'on s'aime. Arnaud Santamaria, une femme comme une autre sur l'antenne de Radio J. Bravo pour nous avoir fait découvrir cet univers artistique. Arnaud Santamaria, on a écouté On ne vit qu'une fois, une femme comme une autre. Votre musique est disponible sur toutes les plateformes. Un album donc à venir très vite, autant pour moi, puisque vous nous l'avez dit. Votre album précédent, Décor libre, en 2015, était diffusé sur beaucoup de radios nationales et des chaînes de télévision musicale. Je suis sûre que la suite sera la même. Je prie très fort pour vous. S'il y a un petit message, un petit coup de pouce ou quelque chose, voilà, vous cherchez peut-être un musicien, je ne sais pas, des fois on me dit j'ai besoin de ça, il faut pas hésiter à nous le dire sur Radio J, mais je pense que vous êtes au complet. Je suis au complet, merci de m'avoir accueilli. Avec un grand bonheur et un grand plaisir pour vous retrouver, Arnaud Santa sur Facebook.
Facebook et sur Instagram, c'est arnaud.santamaria. Merci beaucoup d'être venu nous voir et de nous avoir fait découvrir donc votre univers artistique très agréable, d'avoir été donc notre coup de cœur du jour sur Radio J. Et je rappelle qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous écrire sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux de la radio et même en perso, n'hésitez pas pour venir faire découvrir votre art. Allez, tout de suite, le portrait de notre invité sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, je l'ai déjà dit hier, mais j'adore dire cette phrase, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces petites minutes que nous avons passées ensemble, mais sans vous, Léa Fener, puisque c'est dans les mots, dans l'écriture de Sandy Boulanger qui s'y colle aujourd'hui. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Léa Fener. Je m'y colle, c'est à travers mon cœur, à travers mes tripes, mes cellules, mes poumons. Encore une fois aujourd'hui, ça a été une émission d'une générosité fabuleuse et j'ai envie de vous dire effectivement très belle synchronicité de Carl Jung, pas Michael, on l'avait bien vu, parce que Arnaud, je pense que les 3 mots de Léa qui étaient demandés au début vont vous parler aussi beaucoup, vous allez voir. Léa, vous nous avez parlé du mot désordre, passion, travail. Ouais, vous allez voir à quel point ça vous correspond bien. On vous a vu aujourd'hui à travers ces mots. Alors bien sûr, on commence toujours par le commencement propre à Cyrielle, forcément. Vous avez une enfance singulière dans une troupe de théâtre. Mais quand même, il y a quelque chose d'autrement singulier. C'est que votre père, il souhaite réduire l'espace d'intimidation entre le théâtre et les spectateurs. Ça, c'est créer de l'intimité quand même. Quand on a une fonction paternelle qui veut être l'intime, je pense qu'on commence bien sa vie quand même aussi, hein. Et puis vous avez continué en nous disant que vous avez envie de fantaisie, de fantasmagorie, mais rien que ce mot de le prononcer, on en frissonne. Et vous voyez, ça c'est encore de l'intime, mais dans votre travail, hein, bien sûr. Vous êtes passionné. Les voyages vous ont désaxé, vous nous avez dit. Vous voyez, c'est un désordre qui organise une vision du monde avec qui est beaucoup plus vaste, avec quelque chose aussi de l'ordre de l'humaniste. Et ce désaxement a été donc quelque chose dans la création de l'ordre, du désordre, parce que quand on veut mieux s'organiser de façon plus humaine et beaucoup plus vaste, il faut tout dézinguer. Donc on vous retrouve aussi là. Vous nous avez dit être dans l'exigence, l'intransigeance qui vous a été transmise, mais je pense que vous aimiez bien ça quand même à la base. Et puis, ça guide votre travail. Et en même temps, derrière ça, on entend surtout votre sensibilité. Vous souvenez-vous comme vous avez été touché d'entendre un extrait de votre premier film, des gens que vous aviez rencontrés alors et que vous avez peut-être un peu plus perdus. On sent chez vous qu'il y a aussi cette histoire de le temps qui file, qui s'étiole, mais les liens jamais, et qu'il ne suffit que d'une étincelle pour que ressurgisse la passion des liens créés. Alors vous avez parlé de maturité, d'intelligence, de la relation dans le métier de sage-femme, on en a beaucoup parlé aujourd'hui et heureusement que vous avez fait effectivement ce documentaire parce que bien sûr vous parlez là encore de l'intime dans le lien à l'autre. Votre travail rejoint votre personnel, l'intime, le secret et je vais même aller jusqu'au symbolisme. Le premier symbole, c'est le langage et vous en faites aussi image. Vous mettez la lumière sur les salles de naissance, des lieux qui sont aussi joyeux que douloureux, selon l'expérience vécue. Et vous avez le cœur et l'âme de le partager aussi, avec autant de bonté et de générosité. Plonger dans ces lieux, c'était pour redonner du sens, du dialogue, de la compréhension, de la bientraitance, au-delà de la maltraitance possible. Parce que dans l'amour et l'intime, on peut toujours faire du mal, on peut toujours faire de la souffrance, mais on nettoie sa plage derrière. Il y a une histoire de réconciliation nécessaire pour vous, mais Léa, qui est valable pour tellement de parents. Alors entendre l'extrait de Sage-Femme, ça a dû donner à beaucoup d'auditrices les poils, hein, mais comme à moi, parce que donner naissance, c'est donner la mort. C'est un jour, le plus tard possible, on espère, et puis bien après nous. On l'imagine, mais en même temps, il y a quand même cette notion-là, cette ambivalence, ce fait que ce n'est pas l'un sans l'autre, et vous faites une réconciliation de l'un avec l'autre. Redonner de la visibilité sur les sages femmes, c'est bien sûr mettre la lumière sur leur sagesse, c'est remettre de l'humanité
de l'ordre, bien sûr, encore, dans ce désordre actuel, mais parce que c'est désordonné, il va falloir qu'on réorganise tout ça. Vous y mettez, votre pierre à l'édifice. Il y a une notion très importante aussi dans tout ce que vous nous avez partagé, c'est le temps. Une notion qui devient alors métaphysique entre celui de la durée de vie et le temps possible octroyé aux soins, à l'humain, dans le travail. Encore, hein. Vous êtes très travail. Hein. Pardon. Il fallait que je fasse un peu d'humour, hein, parce que je suis très émue encore. Vous dites, l'accueil des deuils doit pouvoir se faire. Bah oui, ces soignants, ils le permettent aussi. Et il faut qu'on puisse leur laisser les moyens. Vous souhaitez montrer la puissance des femmes aussi, un acte politique citoyen dans une période de changement de codes sociaux, mais en passant par les émotions. D'ailleurs, Arnaud, vous êtes une femme comme un autre. La passion semble avoir plusieurs facettes pour vous alors, Léa. Il y a bien sûr la passion du bien faire, du être bien, dans le sens être un bon être humain. Et puis il y a de l'intime, de l'érotique, et son jumeau, Anteros, qui lui est dans une pulsion de vie non sexuelle, mais dans celui qui a cette patate et cette passion de vivre. Alors la passion, c'est vivant, c'est pudique au fond, parce que parfois vous rougissez un peu, et c'est surtout une tornade dehors quand vous lâchez les chevaux et que vous décidez de faire quelque chose. Je vais terminer là-dessus, Léa. Vous êtes une maïoticienne, au sens grec du terme, une accoucheuse de l'âme, du spectateur, une transmission, un espace possible de questionnement, de l'information, surtout de la pensée critique. Mais vous aussi, vous servez de sonnette d'alarme. Prendre soin de ceux qui sont au début de la vie, des nouvelles âmes, comme des nouveaux parents, parce que finalement, à chaque fois qu'on devient parent, c'est un supplément d'âme qui vient de nous. C'est prendre soin de tous en fait, de tous ceux avec qui on vit, de tous les êtres vivants. Et ça, c'est un enjeu important. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que vous nous avez partagé. Je suis ravie de faire partie de l'humanité avec vous. Merci. Merci, je vais finir rouge pivoine. Merci à vous aussi, Sandy Boulanger, notre thérapeute que l'on retrouve tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Très émue, c'est la fin de cette émission avec vous, Léa Fener, venue pour votre film Sage-Femme en salle aujourd'hui. Merci pour cet échange, belle envolée à ce film. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Je trouve ça magnifique de finir sur prendre soin, comme vous avez dit Sandy. Avoir le temps de prendre soin, ça devrait être au cœur de tous nos actes et de l'hôpital aujourd'hui. Merci beaucoup Léa Fener, merci à l'artiste Arnaud Santamaria d'avoir été mon coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. À très vite sur les radios, en écoute, hein ? On se dit ça. Merci Arnaud Santamaria, à la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Réécoutez cette émission sur radioj.fr, à YouTube et toutes les plateformes de streaming. Je voulais dire aussi merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également à nos auditeurs de plus en plus nombreux à m'écrire sur les réseaux sociaux. Ça me touche énormément. Alors merci. Continuez. N'hésitez pas si vous voulez nous donner un petit mot tous les jours. C'est avec bonheur. Rendez-vous demain dès 15h avec Félix Radu pour Rose et Massimo au théâtre dans quelques jours. À demain et belle journée à tous. Toujours évidemment sur Radio J.